Revolution gegeben, sondern hat einen amerikanischen Putsch auf den Rücken der Islamisten. Und reden wir immer wieder den ganzen Abend hier über eine Revolution in den arabischen Ländern, wo es wirklich elementar ist, der Grund für eine Revolution in diesem Sinne, dass es eine soziale Veränderung ist ja nicht da und hat diese Revolution oder diese Aufstände nicht zu einer sozialen Veränderung gegeben. Und deshalb bezeichnen wir noch immer, dass in der arabischen Welt, dass es eine Revolution gegeben oder eine arabische Frühling, die ist nicht da. Und diese Revolution, arabische Frühling, ist stecken geblieben auf die Tür von Damaskus und nicht weiter in andere Länder, die viel mehr eine Revolution brauchen als in Syrien, zum Beispiel Jordanien oder Marokko oder Saudi-Arabien oder Katar. Warum ist das, wenn wir jetzt noch immer reden über eine Revolution, wo ist das wirklich keine Revolution ist? Bon, alors, étant donné que les Américains, les islamistes ont eu des relations ou bien des contacts déjà de très très loin dans le passé, on a du mal finalement à considérer cela comme une vraie révolution qui a été préparée plus ou moins sur le dos des islamistes. Avec les en complicité avec les en complicité avec les islamistes. C'est pour ça, d'un autre côté, enfin je résume encore, d'un autre côté, des régimes comme par exemple les régimes Qatar et l'Arabie Saoudite, du Qatar et de l'Arabie Saoudite, là où justement on attendrait ou bien on souhaiterait une vraie révolution, alors que c'est justement là où ils n'arrivent pas de révolution. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Il faut avoir une éthique, l'éthique ancienne, Immanuel Kant, l'éthique ancienne, l'éthique de Max Weber. Il faut dire la vérité, on n'est pas là pour manipuler. Donc c'est vrai, la grande question se pose aujourd'hui. Où va ce printemps arabe, entre guillemets? Comment un printemps arabe pourrait-il financer par des forces obscurantistes qui sont l'Arabie Saoudite et le Qatar? Le Qatar vient de mettre en prison un poète qui s'appelle Mohammed Ben Dhib Al-Ajami. Au début, il était jugé par perpétuité, ça veut dire à vie dans la prison. Puis avec la mobilisation qu'on a fait en Tunisie, aujourd'hui, il doit passer 15 ans en prison. Pourquoi? Parce qu'il a ici un poème, il a écrit un poème, Kolonatouns, nous sommes tous la Tunisie. En Arabie Saoudite, on a 40 000 prisonniers politiques dans les prisons, donc deux pays totalement antidémocratiques. Je confirme que Ben Ali et Moubarak sont très 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 avancés par rapport à l'Arabie Saoudite et le Qatar, et ce sont ces deux pays qui financent aujourd'hui les guerres par-ci par-là, d'où la grande question, qu'est-ce qui se passe dans ce monde arabe? Mais aussi, il ne faut pas oublier que les Arabes, comme tout le monde, ils voulaient vraiment la liberté, la démocratie. Il faut faire attention à ce qui se passe au plan mondial et à ce qui se passe comme interventions qui sont devenues aujourd'hui flagrantes. Also ganz einverstanden, ja, mit dieser großen Frage eigentlich, wo steuert die arabische Revolution hin? In dem Zusammenhang nämlich, wo Katar und Saudi-Arabien eben diese Mächte finanzieren. Man muss letztendlich die Wahrheit sagen. Also das heißt, man muss die Dinge wirklich aufdecken und eben die Dinge so nehmen, wie sie wirklich sind. Ja? Also in Saudi-Arabien wird ein Poet eingesperrt. Entschuldigung, in Katar wird ein Poet eingesperrt. Mohammed Dhib Al-Ajami, der eben zu lebenslanger Haft verurteilt wurde, aber nach dem, was in Tunesien passierte, hat man ihn auf 15 Jahre verurteilt. Ja? Also das sind Dinge, die man eben immer wieder genauer betrachten muss und viel nüchterner und eben mit den tatsächlichen Faktoren analysieren. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Weitere Fragen? Ich wollte fragen als Fachmann oder als Mann, der sich auskennt mit der arabischen Welt und so, wie wird diese arabische Flüge in den nächsten 5 Jahren vielleicht
Aha. Wie gilt die Situation in Tunesien zum Beispiel in 5 Jahren oder in Ägypten in 5 Jahren anschauen? Alors en tant qu'expert de politologie et connaisseur de la matière, quelle est votre vision pour les 5 années à venir, par exemple, en ce qui concerne les pays ou le printemps arabe? Comment vous le voyez? Pour la Tunisie, j'étais toujours plus optimiste parce qu'un pays où il y a une tradition électorale, parce qu'un pays qui a réussi au moins à faire disparaître le phénomène tribal, il n'y a plus de tribus grâce au système de Bourguiba, donc c'est le pays le plus près. Moi, par exemple, à l'âge de 14 ans, je fais des élections libres dans mon lycée afin d'élire les conseils de classe. La même chose à l'université, la même chose au sein de l'Union générale des travailleurs tunisiens. Les élections étaient toujours libres. Même Ben Ali ni Bourguiba n'ont réussi à les manipuler. C'était sauf les élections présidentielles et législatives qui sont manipulées par la fraude électorale. Donc la Tunisie est prête. La Libye, pour moi, c'est très loin parce que c'est un pays tribal, de composition tribale. D'ailleurs, dans ce plan de nouveau monde arabe, il y a aussi l'objectif de diviser la Libye en 3 États, diviser l'Arabie Saoudite en 3 États, peut-être diviser aussi, pourquoi pas, la Syrie. En fait, c'est un Sykes-Picot, Mohamed Hassanin Haïk, un grand journaliste égyptien que j'admire. Il a dit dès le début, puisqu'il a l'expérience, on assiste à un nouveau Sykes-Picot. Donc, il faut faire attention aussi. La Tunisie est prête, c'est vrai. L'Égypte aussi, elle a cette tradition. Mais pour réussir la démocratie, il faut un consensus, parce que la démocratie se fonde sur un consensus, sur un compromis entre tous les membres, entre tous les partis politiques. Ça veut dire, si par exemple les frères musulmans disent on prend le pouvoir et on veut rester à vie au pouvoir, on ne veut pas le quitter parce qu'on l'a pris, on ne parle plus de la démocratie. La démocratie se fonde sur la circulation des élites au sein du pouvoir. C'est les alternatives. Aujourd'hui, je suis au pouvoir, demain dans l'opposition et vice-versa. J'ai trop parlé. Was Tunesien betrifft, also er ist zuversichtlich, weil es gibt in Tunesien eine gewisse Tradition, wo man diese Clanbildung bereits schon zu Zeiten mit Bourguiba zum Beispiel und Ben Ali schon abgeschaffen hatte. Und daher ist Tunesien vielleicht schon bereit, um eine gewisse Demokratisierung oder eine Fortsetzung der Demokratie weiterzuführen. Also in den anderen Ländern wie zum Beispiel Libyen oder Saudi-Arabien oder Syrien, womöglich könnte es etwas komplizierter werden, weil in Libyen zum Beispiel diese Clanbildung immer noch besteht. Man könnte hier sagen, es ist ein neues Sykes-Picot geschehen, wo man ein Land wieder in 2, 3 oder mehr teilen wird. Das könnte der Fall sein in Libyen oder in Saudi-Arabien oder gar in Syrien. Ja? Also das kann unterschiedlich werden. Ja? Aber im Falle von Tunesien zum Beispiel ist es eher schon positiver. Im Falle von Ägypten vielleicht auch schon ein bisschen. Ja? Also, glauben Sie, dass dieser arabische Frühling zum Beispiel Katar oder Saudi-Arabien erreichen wird? est-ce que vous pensez que ce printemps arabe arrivera ou atteignera l'Arabie Saoudite et le Qatar? Bon, le Qatar, c'est très difficile, c'est impossible parce que, comme je vous ai dit du début, un grand élément qui est le facteur indirect, c'est l'explosion démographique. L'Arabie Saoudite a passé au début des années 60 de 3 millions à 27 millions. Et avec 70% des jeunes et marginalisés et qui veulent participer. Donc il y a l'explosion démographique. Le Qatar n'a pas une explosion démographique. Le prince du Qatar pourrait aller chez chaque famille. Mais en Qatar, il peut y avoir des conflits au sein de la famille royale. Ça veut dire des princes qui font des coups d'État contre le fils contre le père, comme le père aujourd'hui a fait contre son père. Donc, on peut avoir des révolutions de palais, si vous voulez. Mais l'Arabie Saoudite, oui, sérieusement, parce qu'il y a l'explosion démographique. C'est un élément très, très, très intéressant dans la sociologie de la révolution, l'explosion démographique. Also im Falle von Katar wird es etwas schwieriger werden.
Im Falle von Saudi-Arabien wiederum vielleicht nicht. Ja. Es geht eben um diese demografische Explosion, wo die Bevölkerungszahl auch eine große Rolle spielt. Ja. Es könnte in Katar zum Beispiel ein interner Familienkrieg in der Herrscherfamilie geben, aber nachdem es in Katar keine solche demografische Entwicklung gibt, wird es weniger der Fall sein. Zuerst einmal vielen Dank für diesen interessanten Vortrag. Meine Frage wäre, am Anfang des Vortrages hat der Herr Professor eine Kerngruppe der Revolutionären angesprochen. Sind diese Kerngruppen demokratisch orientiert oder sind sie ein Teil der Machtspiele? Entschuldigung, Sie haben gesagt, ich habe Sie akustisch nicht gehört, ob Sie die Gruppe... Ob Sie diese Kerngruppe, Ja. ob sie Demokratisch, ja. eingerichtet sind, Ja. dass sie alle gegen für die Demokratie oder ob sie ein Teil dieser Machtspiele sind. Alors la question c'est que vous avez parlé de ces noyaux, de ces noyaux, Dur, de ces noyaux durs. Est-ce que ces noyaux durs, est-ce qu'ils sont plutôt démocratiques ou bien est-ce qu'ils sont plutôt du côté du pouvoir? Excellente question. Les noyaux durs de la révolution tunisienne ou égyptienne dans les régions pauvres, c'est vrai, leur slogan principal c'était le travail. En tant que mouvement social, avant la démocratie, ils cherchaient le travail, les revenus, l'argent, parce qu'il faut dire que dans le monde arabe, il n'y a pas le welfare state, l'État-providence, créé par Bismarck en Allemagne au 19e siècle. C'est pas comme l'Europe de l'Ouest ici, il n'y a pas de welfare state. Ça veut dire le jeune qui n'a pas d'argent, des revenus, qui ne travaille pas, il peut mourir de faim. S'il n'y a pas des aides de la famille, l'État ne s'occupe pas de lui. Donc il n'y a pas de welfare state. Ce qui a déclenché aussi ces révolutions, c'est un noyau dur. C'est vrai pour mon analyse personnelle des martyrs de la révolution tunisienne qui se nombrent à 280, j'ai trouvé que la majorité écrasante sont des chômeurs, des diplômés chômeurs ou des pauvres ouvriers. Donc ce noyau dur dans l'intérieur de ces pays, c'est vrai, ce n'est pas la démocratie qui est sa priorité. Sa priorité vraiment, c'est les revenus et l'état social ou le travail, si vous voulez. Après, les élections, c'est une autre chose. Pendant les élections, ceux qui gagnent sont les partis qui ont de l'argent. Les islamistes ont gagné parce qu'ils ont beaucoup d'argent. On sait bien que, surtout les frères musulmans, et eux-mêmes, ils font des dons, ils ont l'afflux de l'argent de Golfe qui vient de l'Arabie Saoudite ou de Qatar toujours. Donc, ils ont une capacité, ce que nous appelons en sciences politiques, la capacité de mobilisation et d'organisation, grâce à leurs moyens. Mais ceux qui ont fait la révolution en Tunisie, en Égypte, ils sont toujours contre le nouveau pouvoir, même qu'il soit élu démocratiquement. Ces noyaux durs en Tunisie, en Égypte, sont toujours contre le nouveau pouvoir, comme ils étaient contre l'ancien pouvoir. Also die Frage ist natürlich eine sehr gute Frage, weil sie genau eines der Kernprobleme auch anspricht. Dieser harte Kern besteht im Grunde genommen aus arbeitslosen und armen Menschen, teilweise diplomierte Arbeitslose oder arme Arbeiter. Ja? Sie sind im Grunde genommen nicht an die Demokratie interessiert, sondern vielmehr das, was sie wirklich interessiert, das ist die Arbeit. Sie wollen Arbeit haben. Ja? Nun, was die Macht angeht, wenn man jetzt das Geld hat und die Macht erreicht hat oder gewonnen hat, dann kann man mit dem Geld auch organisieren und mobilisieren. Ja? Also im Grunde genommen sind diese Menschen jetzt ursprünglich keine demokratiemotivierten Menschen, sondern vielmehr arbeits- und wirtschaftsmotiviert. Merci. Ich möchte dich etwas fragen bezüglich
zur späten Stunde auch. Wir sehen jetzt gewisse Entwicklungen in der Türkei. Diese Entwicklungen kommen dorthin, dass gegen die Politik von Erdogan, der seit über 10 Jahren an der Macht, der sich auch nämlich intensiv eingemischt hat in den syrischen Politik, seine Grenzen geöffnet, nämlich dass die bewaffneten Terroristen nach Syrien kommen und dort kämpfen. Wie siehst du es? Wird es diese Entwicklung jetzt gegen Erdogan weiterkommen oder beziehungsweise bleibt jetzt vorübergehend stehen? Natürlich, es ist eine Glut. Es geht nicht um Syrien, meiner Meinung nach, was es in der Türkei spielt. Es ist von der falschen Politik Erdogan, die schon lange verkauft hat. Und heute ist das alles rausgekommen. J'ai compris qu'elle parle de la Turquie. Oui, il parle donc de la Turquie. Alors, quel est le développement de cette situation où Erdogan se mêle justement des affaires internes de la Syrie en permettant par exemple aux soi-disant terroristes syriens de se mêler et de participer à cette guerre civile. Ouais. L'implication d'Erdogan et du gouvernement de la Turquie est énorme en Syrie. C'est une implication militaire dans la mesure où il y a des camps d'entraînement. Nous, par exemple, en Tunisie, on a fait des enquêtes, la presse tunisienne, que les terroristes, on appelle les terroristes ceux qui quittent leur pays afin de tuer d'autres, les terroristes tunisiens djihadistes qui vont en Syrie, ils passent par la Turquie. Il y a un camp d'entraînement à la frontière en Turquie, donc ils sont armés et entraînés aussi en Turquie, et on l'envoie en Syrie. Et surtout Jabhat al-Nusra, qui est considéré comme un mouvement organisation terroriste, que ce soit par les Américains ou l'Union européenne, aussi, elle passe par la frontière turque et sous les yeux, évidemment, des services secrets turcs et avec le soutien des services secrets turcs. On ne peut pas entrer autrement. Donc, c'est une implication militaire directement dans les affaires de la Syrie. Aujourd'hui, la donne change parce que le modèle turc aussi, qui était donné par les islamistes tunisiens ou égyptiens comme un modèle efficace, comme une cohabitation entre la démocratie et l'islamisme politique modéré, aussi aujourd'hui, elle est dans une certaine impasse puisque les manifestations contre Erdogan sont massives aujourd'hui en Turquie et les cotes d'Erdogan sont en train de chuter spectaculairement. Gut, also der Einfluss und die Intervention von Erdogan bzw. der türkischen Regierung sind sehr massiv in Syrien und wie am Beispiel von diesen sogenannten arabischen Terroristen, die zum Beispiel aus Tunesien kommen und die nach Syrien überführt werden, praktisch, sie kommen über die türkische Grenze nach Syrien hinein. Und heutzutage ist es so, dass Erdogan mit seiner jetzigen Situation sehr stark und sehr viele Stimmen verliert und die Situation wird immer enger für ihn auf jeden Fall. Ja. Herzlichen Dank. Weitere Fragen? Gut. Sandra? Merci. Tut mir leid, ich bin leider zu spät gekommen. Ich wollte von Anfang an da sein, aber ich freue mich, dass jemand gekommen ist, um uns einmal objektiv über die Situation zu erzählen. Ich beschäftige mich sehr stark mit der Türkei, auch mit diesem Widerstand jetzt im Moment. Und, genau, weil, Nicht nur. Nicht nur natürlich. Ja. Das ist ein sehr breiter Aspekt. AKP-Regierung hat die Tyrannei seit Monaten permanent getrieben, ohne dass irgendwas in den Medien geschrieben wurde. Die haben Anwälte, Künstlerinnen, Gewerkschaften, alle durch die Bank verhaftet und haben geglaubt, sie können wegen Syrien speziell, weil diese Leute sind speziell für Syrien, für den Widerstand, gegen die Intervention des Imperialismus, die wollten sie beseitigen und haben gedacht, jetzt können wir dort machen, was wir wollen. Und jetzt sind aber diese Explosionen gekommen und trotz dieser Repression hat sogar mit über 1,5 Millionen ein Konzert für Unabhängigkeit und für Syrien ein Konzert gegeben mitten im
in Istanbul. Auch das konnte nicht verhindert werden. Syrische Fahnen auf der Bühne, überall internationale Solidarität. Gestern. Nicht gestern, das war im April, dieses Konzert von Gruppierung, aber das geht weiter. Und jetzt wieder die Musikgruppe, die tritt immer noch auf. Sie kommt jetzt Sonntag nach Deutschland mit 15.000 Leuten. Auch dort wird Solidarität mit Syrien groß sein. Und gegen die Nazis, die in Deutschland viele Migranten ermordet haben. Gruppierung eben. Und ja, ich möchte nur sagen, die Völker in der Welt sind mit Syrien. Die Geschichte ist immer auf der Seite des Volkes und des Widerstands gewesen. Und egal wie viel Repression und Brutalität gibt es vom Imperialismus, die werden siegen. Und wir alle werden siegen, weil wir im Recht sind. Und ich bedanke mich auch nochmal. Je n'avais pas compris, mais j'applaudis parce que tout le monde applaudit. Bon, je traduis rapidement. Bon, cette dame, elle fait partie de la résistance turque. Elle est autrichienne, mais elle parle turc. Elle fait partie d'une organisation anti-guerre, etc. Et puis, bon, elle dit très bien que... elle confirme que l'intervention de ce régime est très large, d'accord, et que finalement les révolutions populaires, c'est elles qui vont vaincre, parce que le monde entier est avec la Syrie par exemple, et que par exemple en Turquie en particulier, les gens sont contre le régime, ils sont contre la guerre, et ils organisent par exemple aussi des concerts pour justement informer, pour mettre l'accent sur cette situation. Je suis tout à fait d'accord. Nous sommes des démocrates. On vit en Europe, on a milité pour la démocratie, mais pas pour la guerre. Ce n'est pas des intégristes terroristes, des wahhabites, le Qatar ou l'Arabie saoudite qui vont répandre la démocratie. C'est totalement de l'hypocrisie, il faut la refuser. Il faut lutter contre l'hypocrisie. Et j'ai discuté avec, ça fait 2 semaines, on avait un colloque avec des diplomates allemands, suisses, c'était compréhensif, américains, mais quoi? On ne peut pas répondre à la démocratie en tuant 400 et 500 et 600 000 personnes. Et qui va répondre et qui finance ce projet? L'Arabie saoudite et le Qatar? Non, mais il y a des grands points d'interrogation. Ça pousse même aux révoltes, je comprends, parce que c'est injuste, parce que c'est de l'hypocrisie. Et il faut l'arrêter. Also es gibt eine ständige Scheinheiligkeit in dieser Haltung der arabischen Regierungen, die vorgeben, dass sie diese Demokratisierung fördern, aber in Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Und wenn man jetzt als demokratischer Mensch wächst, sich entwickelt und so weiter, dann kann man auf keinen Fall einen Krieg wollen. Ja? Also, okay, ich fasse es so zusammen. Gut, letzte Frage und nachher habe ich 2 Ankündigungen. Einen kleinen Unterschied, dass in der Türkei Erdogan eigentlich mit seiner Partei gewählt wurde und was der arabische Frühling gestartet hat, war durchwegs auch die Leute, die Völker unter Druck gelitten sind. Also das ist, ich glaube, die Leute haben sich selber ins Fleisch geschnitten. Ja. Ich weiß nicht. Bon, il y a quand même une différence entre les pays arabes, par exemple, et la Turquie. La Turquie, par exemple, ce régime avait été élu démocratiquement, n'est-ce pas? Tandis que les pays arabes, c'est là où nous vivons une révolution. Donc, en Turquie, c'est que les gens, ils se sont trahis eux-mêmes en faisant ces élections pour le régime islamiste. Oui, évidemment, ce qui s'est passé en Turquie, d'ailleurs même en Tunisie, j'ai félicité les islamistes tunisiens, j'ai des amis parmi eux, c'est le jeu démocratique. Dès qu'on accepte le jeu démocratique, vous soyez le bienvenu. Le gouvernement turc est élu démocratiquement, mais quand on parle des affaires étrangères et des interventions militaires ou des services secrets, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Les États-Unis d'Amérique, c'est un pays démocratique. Personne ne pose la question qu'il n'y a pas des élections au sein des États-Unis d'Amérique, mais c'est un pays qui a toujours soutenu des dictatures partout dans le monde, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Asie ou dans le monde arabe.
Le Qatar et l'Arabie Saoudite sont les pires dictatures du monde arabe. Je vous dis, les gens n'ont jamais touché les urnes. Par contre, ils sont soutenus, on n'ouvre jamais leur dossier de la démocratie. Pourquoi? Parce que l'intérêt d'État, l'intérêt d'État prime sur les valeurs. Et c'est ça le problème. Nous, ici, on n'est pas des États, on est des politologues ou des gens qui ont des valeurs, qui ont une éthique. Donc, on ne peut pas aller suivre cette hypocrisie mondiale, qui est fondée d'ailleurs sur les intérêts. Il faut imaginer tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, en Syrie, est mobilisé par les intérêts économiques, pétrole, gaz et stratégie, et contourner la Chine et la Russie. Also man muss auf jeden Fall von dieser Scheinheiligkeit wegkommen, denn ein Staat wie zum Beispiel die USA, die einerseits jetzt als demokratischer Staat bekannt ist und trotzdem die ärgsten Diktatoren unterstützt. Ja? Also das sind Dinge, von denen man auf jeden Fall Abstand nehmen muss und dass man auch denunzieren müsste. Ja? Voilà, ich fasse so zusammen. Gut, herzlichen Dank. Zwei Hinweise. Morgen, 7.6. um 17 Uhr, eine Kundgebung am Schwarzenbergplatz. Solidarität mit den türkischen Freunden nämlich, werden wir dorthin gehen. Und am 22.06. um 18 Uhr eine Veranstaltung auch hier in den Räumlichkeiten mit dem, wie heißt der? Glocki. Ja, und Badar Hanna auch, machen wir hier eine Veranstaltung zu dem Thema Syrien, spezifisch Syrien. Seid ihr alle herzlich eingeladen. Danke an dir, also merci bien für das Kommen. Morgen haben wir die Veranstaltung auf Arabisch, nämlich wird die Veranstaltung anders sein, nämlich als Französisch übersetzt. Herzlichen Dank an dir, Yasser, dass du Geduld gehabt hast, dass du das bereit لا ما لها معنى جملة واحدة تكفي. نبدأ يا مامون. مساء الخير، أهلا بكم جميعا باسم رابطة لا للحرب. نستضيف كاتب كبير من الوطن العربي دكتور رياض الصيداوي. عنوان الندوة سيدور حول سوسيولوجيا الربيع العربي، ديناميكية الداخلية والتدخلات الخارجية. في تقديري اختيار العنوان في ذاته سيثير كثيرا من الحوارات حول ما يحدث في عالمنا العربي. قبل 3 سنوات بدأ إعصار كبير في المنطقة العربية، بداية من تونس ثم زحف إلى قطر آخر أكبر هو مصر، ليبيا، وإلى حد ما المغرب، ثم إلى المنطقة الشرقية. الآن يجري أيضا هذا الإعصار في سوريا. في تقديري الشخصي أن هذا الإعصار سيؤثر تأثيرا كبيرا لسنوات طوال في المنطقة العربية. مرت المنطقة بدءا من الخمسينات وحتى بداية هذا الإعصار بما يسمى بنوع من الواقع الراكد، ثم جاء هذا الإعصار لأسباب كلكم تعرفونها، هو ما يجري في الواقع من ظلم اجتماعي، سداد سياسي، وإلى آخره سيحدثنا عنها المحاضر. المحاضر هو مدير لمركز جنيف، المركز العربي للدراسات في جنيف. له كثير من الإسهامات والكتب في مجالات كثيرة، أهمها دراسة موثقة حول الواقع العربي
في كل تجلياته. لا أريد أن أطيل